Bonjour à tous et bienvenue au Printemps de l'économie. Donc, pour cette table ronde, nous allons parler chômage. Vous pouvez intervenir et poser vos questions directement sur la fenêtre de chat YouTube ou sur le site printemps-de-l'économie.fr ou sur le Twitter #printemps-de-l'éco. Donc, nous allons parler chômage parce que nous sommes, a priori, d'après ce que l'INSEE dit, à 9,5% de la population active d'ici la fin d'année 2020, peut-être même 11% en 2021 selon les prévisions assez pessimistes de la Banque de France. Et bon, bien sûr, la crise du Covid-19 est passée par là, mais notre pays a toujours été marqué par un chômage de masse. Et ce qui avait d'ailleurs fait dire à François Mitterrand, on a tout essayé contre le chômage. Donc l'idée de notre table ronde aujourd'hui, c'est justement de montrer qu'on n'a peut-être pas tout fait et qu'en regardant de très près, on a des territoires qui s'en sortent plutôt bien. Donc pour en discuter aujourd'hui, j'accueille à cette table ronde de fins d'acteurs et du dynamisme territorial. Donc nous avons donc Caroline Granier, qui est chargée d'études économiques à la Fabrique de l'Industrie. Colline Bouvard et Vincent Donne, vous êtes respectivement donc économistes et sociologues à France Stratégie, qui est un organisme rattaché au Premier ministre qui évalue la pertinence des politiques économiques. Et Camille Delpech, vous êtes responsable de l'expérimentation Territoire zéro chômeur, ce qui nous permettra d'avoir une dimension très locale à cette table ronde. Et enfin, Benoît de la Passe, vous êtes statisticien à l'INSEE. Et justement, nous allons commencer avec vous, pour que vous nous parliez de cette évolution du taux de chômage en France et de la façon dont elle se traduit très concrètement. D'accord. Bonjour Benoît. Merci. Alors, ce n'est pas les bonnes slides. On pourrait se dire d'abord pourquoi regarder le chômage à des niveaux très territoriaux. En effet, le chômage et fonction du contexte national, du système juridique, du système fiscal, des réglementations. On voit bien ça quand on compare les pays les uns aux autres. Le chômage est aussi très fonction d'un contexte international. Une crise immobilière, certes très forte, certes amplifiée par des subprimes en 2008, a augmenté énormément le chômage partout dans le monde, et notamment en France. La crise des dettes souveraines qui est partie de la Grèce a augmenté aussi le chômage partout en France. Et quand on regarde de manière très fine les territoires, ce chômage a augmenté partout de manière assez homogène sur les zones d'emploi. C'est-à-dire que quand on a un impact international, ça se ressent de la même façon partout. Voilà. On a regardé l'évolution du taux de chômage sur les 10% des zones d'emploi qui avaient un taux de chômage le plus fort. Et ben, on retrouve 5 ans après ces deux crises, les mêmes 10% des zones d'emploi. De même, les 10% des zones d'emploi qui avaient le taux de chômage le plus faible, 10 ans après, elles ont aussi un taux de chômage le plus faible. Pour autant, je voudrais mettre l'accent sur deux points, sur les différences de profil de territoire. On peut avoir des territoires qui ont des taux de chômage équivalents et qui pourtant ont des profils très différents et qui donc demandent une mise en œuvre de politiques locales très différentes. Pour ça, on croise une façon très simple de regarder ça, c'est de croiser deux facteurs, le taux de chômage par zone d'emploi et l'évolution tendancielle du nombre d'emplois sur une longue période. Là, on avait pris dans le rapport 2016 de l'Observatoire des territoires, on avait pris 75-2015. Et on voit que se distinguent 4 grands groupes de territoires.
D'une part, le nord de la France, qui a des taux de chômage très importants. Actuellement, on est à une petite dizaine de pourcents. Et ces territoires, donc fort chômage comme le sud de la France, qui a à peu près les mêmes taux de chômage, mais avec une évolution de l'emploi qui, sur longue période, est très favorable. Augmentation de l'emploi de 1-2% par an en moyenne, alors que dans le nord de la France, taux de chômage, je répète, faible, mais une évolution de l'emploi très défavorable, stable, voire en baisse. De même, on a des territoires au centre de la France, donc la Creuse et les départements autour de la Creuse, Corrèze, qui ont des taux de chômage très faibles, mais une évolution de l'emploi très défavorable, baisse de l'emploi tendancielle. Et à côté, dans les Alpes, à côté de Nantes, dans le sud de Nantes, en Vendée, on a là aussi de faibles taux de chômage, mais avec une situation très favorable au niveau de l'emploi, une augmentation de l'emploi très forte. Donc ça dessine 4 types de zones très différentes qui ont des profils assez variés. Le nord, donc, fort chômage, faible progression de l'emploi. Les personnes vont avoir du mal à trouver un emploi puisqu'il y a peu d'emplois qui se créent. Donc le taux de chômage de longue durée est très important. Les femmes se retirent du marché du travail. La différence de taux d'emploi entre les femmes et les hommes atteint 9%, alors qu'il est que de 3-4% en France en général. L'emploi là-bas reste assez industriel et très impacté par les crises internationales. Dans le sud, où j'ai dit que c'est tout le littoral méditerranéen, le taux de chômage est fort, mais il y a une forte progression de l'emploi. Donc le taux de chômage est là aussi autour de 11%. Le taux d'emploi est assez faible. Le taux de chômage de longue durée est bien moins important, puisqu'il y a une création continue d'emplois. Cette création continue d'emplois ne parvient pas à faire baisser le taux de chômage de manière notable, parce qu'il y a toujours une arrivée de personnes. Les mobilités résidentielles font que toute cette partie de la France augmente de 1 à 2% de population. C'est souvent de l'emploi résidentiel, c'est souvent de l'emploi à temps partiel, de faible qualité, mais au moins c'est de l'emploi. Donc globalement, l'idée, c'est de dire que l'évolution globale sur la France, ça produit la même variation, mais qu'en regardant de plus près, c'est pas le même chômage partout. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, ce n'est pas le même avenir pour la personne qui essaye de chercher un travail. Le contexte territorial n'est pas du tout le même. Et de même, on pourrait faire rapidement la différence entre le centre de la France, où on a un faible taux de chômage, mais parce que les jeunes partent faire leurs études ou chercher un premier emploi ailleurs. Et donc, y a peu de chômage parce qu'il y a peu de personnes en activité. Ce sont des territoires, voilà, donc c'est les territoires en jaune qui ont un faible chômage et faible progression de l'emploi. Alors que les territoires en vert ont dans les Alpes et l'Ouest, ont un faible chômage mais forte progression de l'emploi. Tout ce qui était autour de Nantes, dans le sud, les herbiers dont on parle assez fréquemment, en Vendée, c'est des territoires qui étaient très agricoles dans les années 75 et qui ont su s'industrialiser et augmenter la part de l'industrie dans leur emploi. Dans les Alpes, ils profitent du facteur transfrontalier, ils profitent du tourisme, comme dans les Pays Basques. C'est ce que vous avez essayé de faire aussi à France Stratégie, justement, d'essayer de déterminer quelles étaient les différences entre les territoires. Et votre étude, elle va dans ce sens ?
Effectivement, en fait, on est parti d'un certain nombre de constats qui sont justement les conclusions que vient d'énoncer Benoît, à savoir, on a donc des disparités très fortes en matière de chômage qui perdurent dans le temps, qui n'évoluent pas. On parle de 30 voire 40 ans. Ça, malgré toutes les mutations économiques, malgré les dynamiques de création d'emplois, les dynamiques démographiques différenciées dont vient de parler Benoît. Et c'est vrai que partant de là, nous, on a voulu essayer de s'interroger en se disant, certes, le chômage est souvent considéré comme une donnée macro ou sur lequel le territoire aurait peu de prise. Mais on sait que le chômage a une importance énorme pour l'opinion publique et aussi pour les décideurs locaux. Et du coup, on a voulu se poser un certain nombre de questions, à savoir, qu'est-ce que c'est déjà être performant pour un territoire en matière de chômage? Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxièmement, comme on parlait un peu Benoît, qui sont les territoires qui sont performants, où se situent-ils, qui sont-ils? Et enfin, est-ce qu'on peut, en étudiant ces territoires, tirer certains enseignements qui vont pouvoir influencer les politiques publiques de lutte contre le chômage? Est-ce qu'il y a une recette miracle finalement pour lutter contre le chômage? Oui, donc justement, quand on se pose la question qu'est-ce que la performance en matière de chômage, il y a plusieurs façons de l'aborder et nous, on a décidé dans l'étude de retenir 3 critères. Donc le premier critère, c'est le plus élémentaire. Quels sont les territoires qui possèdent le plus faible taux de chômage à une date donnée? Le deuxième critère nous permet de saisir les dynamiques des territoires. Donc on regarde sur le moyen terme quels sont les territoires qui ont vu leur taux de chômage baisser le plus fortement. Et ensuite, comme on parle de territoire, pour le troisième critère, on a voulu se rapprocher à une maille plus locale et essayer de voir, arrêter de comparer au national et regarder les territoires qui font mieux que leurs voisins. Donc, c'est-à-dire les territoires qui ont un taux de chômage significativement plus faible que ceux de leurs voisins. Donc, une fois qu'on a défini ces critères, on peut légitimement se demander mais quelle géographie de la performance territoriale cela nous donne ? Donc on voit par exemple que pour le premier critère le plus classique sur les faibles taux de chômage, on retrouve effectivement les territoires présentés par Benoît en vert. Je ne sais pas si vous avez vu la carte, mais donc on a des grappes de performance en fait réparties surtout à l'ouest et à l'est de la France, donc autour de Nantes et de Rennes dans les pays de la Loire, autour de Strasbourg, en Île-de-France, mais aussi dans les Alpes. Et on a aussi quelques territoires ruraux du sud de la France. Ensuite, quand on regarde le deuxième critère de performance, qui est le fait de voir son taux de chômage baisser plus fortement que les autres, on a une géographie assez originale qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui fait aussi écho à la présentation de Benoît, parce qu'on a en fait une absence totale du sud de la France. Alors que dans le nord de la France, qui est peu dynamique au niveau de l'emploi, on voit que leur taux de chômage arrive à plus baisser en fait, sur le moyen terme. Donc on a en fait un arc nord-est qui se dessine avec des territoires qui possèdent encore des taux de chômage élevés, mais qui sont en situation de rattrapage, qui arrivent à voir leur taux de chômage baisser. Et on a d'autres territoires répartis sur la moitié nord de la France qui, eux, avaient un taux de chômage moyen avant la crise et qui arrivent en 2018 à avoir un taux de chômage réellement honorable. Et enfin, quand on regarde le troisième critère, qui est la performance par rapport aux voisins, on a des territoires qui apparaissent partout sur la carte de France, donc des territoires assez isolés et éclatés sur la carte, et ce qui nous permet de dire que dans chaque région, un territoire peut réussir à faire mieux que ses voisins, à se distinguer, et donc il y a quelque chose à tirer de cette performance-là. Finalement, ces trois géographies de la performance territoriale montre qu'il y a une très forte diversité de territoires performants en France, qu'on a des territoires ruraux, peu de métropoles, même si Paris et Aix-en-Provence se distinguent dans 2 critères différents. On a des territoires en périphérie de métropole, on a des territoires peu denses, moyennement denses, très denses, et on a des spécialisations économiques aussi très différentes. On a des territoires industriels, très touristiques. Et donc cette diversité nous fait dire qu'il n'y a pas de territoire condamné par avance, que ce n'est pas le fait de posséder certaines caractéristiques territoriales qui va faire forcément qu'on va être performant en matière de chômage ou pas performant. C'est une conclusion à laquelle vous êtes arrivée aussi, Caroline. Vous étudiez plus principalement l'industrie, donc vous avez aussi constaté que des territoires industriels, il y en avait partout.
Oui, tout à fait. La Fabrique de l'Industrie et l'Observatoire des territoires d'industrie s'est intéressé aussi à la performance, mais en regardant tout particulièrement l'emploi industriel. Et effectivement, comme on peut le voir sur la carte numéro 1, on s'aperçoit que d'une part, on a de l'industrie partout sur le territoire français. Vous avez un petit problème technique au niveau des cartes. Donc, on a la présence de l'industrie sur l'ensemble des territoires français. Et si l'on s'intéresse finalement à quel type d'industrie est présent sur le territoire, donc ici, on a considéré l'industrie au sens large, à savoir non seulement les activités de l'industrie manufacturière, mais également les services aux entreprises, étant donné la très forte imbrication entre industrie et services. On aboutit donc à cette cartographie en 4 types de profils productifs des territoires, avec bien sûr donc des territoires qui sont plutôt spécialisés dans les services informatiques, les activités de R&D, et que l'on retrouve principalement dans les grandes métropoles françaises. On a également, donc sur la deuxième carte, des territoires qui sont plutôt dominés par des activités, on va dire, traditionnelles, telles que l'industrie agroalimentaire ou l'industrie du bois, donc le bois notamment en Alsace, dans les Landes. Pour l'industrie agroalimentaire, plutôt une présence notamment en Bretagne et dans le centre du pays. On a une troisième, on va dire, catégorie d'activités industrielles présentes très fortement sur les territoires, notamment autour des Hauts-de-France, autour de Oyonnax, près de la frontière suisse, spécialisées plutôt sur des activités de type chimie, donc représentées en vert. Et puis enfin, on a des territoires qui sont plutôt spécialisés donc, dans tout ce qui est fabrication de matériel de transport, les industries qui sont liées, la production d'électricité aussi. Je pense notamment au territoire Pau, Lac, Tarbes. On a aussi Saint-Nazaire, colorié en jaune. Donc ici, on se rend compte que lorsqu'on regarde l'emploi industriel, on a une diversité des profils. Et cette diversité, on va dire, cette diversité géographique de l'emploi industriel, on l'observe également en termes d'évolution de l'emploi industriel. C'est l'objet de la seconde carte. Donc, on a réalisé une étude qui regardait le taux de variation de l'emploi industriel entre 2009 et 2015, et on s'est rendu compte que finalement, sans parler forcément sans parler même de déterminisme, on se rend compte qu'on a des taux de variation très divers sur l'ensemble des territoires qui ont connu une croissance de l'emploi au niveau entre 2009 et 2015, notamment situés dans l'ouest de la France, et puis des territoires, au contraire, qui ont connu plutôt un déclin de leur emploi industriel, localisé notamment dans le nord-est de la France. Ce qui est frappant par rapport aux cartes précédentes, c'est qu'effectivement, on se rend compte que lorsqu'on regarde les performances en termes d'emploi, on arrive à une carte un petit peu différente de la carte présentée précédemment, qui était réalisée en fonction du taux de chômage. Je pense notamment à la région Languedoc-Roussillon, qui sur nos cartes apparaît comme une région où on a observé une création d'emplois industriels sur la période récente, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on regarde la carte effectuée à partir des taux de chômage. On s'aperçoit qu'on a aussi un taux de chômage très élevé. Donc finalement, on se rend compte que l'approche en termes de performance, aussi bien en termes d'emploi et de chômage, est très complémentaire et permet finalement de voir cette diversité dans la géographie de l'emploi en France. Dernière chose que l'on a cherché à mettre en avant, c'est finalement comment expliquer cette diversité de l'emploi industriel en France. On s'est rendu compte que les déterminants qui sont traditionnellement mobilisés pour expliquer cette variation, à savoir par exemple la qualification de la main-d'œuvre ou la densité, ne permettent pas d'expliquer totalement cette disparité, cette diversité de l'emploi industriel, et qu'il s'agit d'aller voir un peu plus sur les territoires ce qui se passe au niveau local, ce qu'on a regroupé autour du terme effet local et que l'on retrouve, si je ne me trompe pas, aussi dans l'étude de France Stratégie. Qu'est-ce qu'on entend par effet local ? Finalement, c'est d'aller voir comment, par exemple, quelle est la culture de la coopération sur un territoire, la qualité de la gouvernance. Est-ce qu'il y a des leaders qui arrivent à mobiliser autour d'eux, autour d'un projet de territoire ?
C'est l'objet de notre étude actuelle et c'est l'objet aussi des séminaires de l'Observatoire. C'est de donner la parole au territoire et de nous dire qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que les déjeuners entre entrepreneurs fonctionnent et sont à même de faire émerger des projets de territoire qui parviendraient à créer un dynamisme de l'emploi sur le territoire. C'est tous ces déterminants qui ne sont pas facilement, on va dire, appréhendables à partir de critères quantitatifs que nous cherchons désormais à étudier. Ce que vous expliquez globalement, c'est qu'il n'y a pas ni de fatalisme, ni de prédestination à un territoire à être industriel, pas industriel, créer de l'emploi, pas créer de l'emploi. Finalement, c'est un peu ce qu'on peut tirer de toutes vos études. Quel enseignement on peut tirer justement de ce que vous venez de nous expliquer tous ? Effectivement, nous, une fois qu'on avait du coup déterminé quels étaient les territoires performants, on a essayé de se dire est-ce qu'on peut les analyser pour essayer de voir finalement quelles sont les caractéristiques qu'ils partageraient et qui pourraient être des sources d'action publique comme je le disais avant. Donc on a effectivement plusieurs caractéristiques qui semblent ressortir. Il y a effectivement l'industrie, hein, comme le disait notre collègue de la fabrique de l'industrie. Et ça, je trouve que toujours c'est quand même intéressant de rappeler, hein, notamment aux plus jeunes, qu'on sait que l'industrie bénéficie des fois d'une image un peu négative, hein. On voit la désindustrialisation, etc. Nous, c'est vrai qu'il ressort plutôt de nos territoires performants que ce sont des territoires relativement plus industriels. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant. On a comme caractéristique le fait d'être en proximité d'une métropole où on peut bénéficier finalement de ce qu'on appelle en économie les effets d'agglomération, hein, le fait que dans les métropoles, on ait une forte densité des échanges, des réseaux de transport, etc. Donc on en bénéficie quand on est en périphérie, mais pour autant, on a moins d'externalités négatives, hein, moins de côtés négatifs, tout ce qui peut être pollution, densité urbaine trop importante ou tout simplement le coût du foncier. On sait que les loyers coûtent moins cher dans les territoires autour des métropoles et que ça peut être des avantages. Un autre élément aussi qu'on retrouve très souvent dans les territoires performants, c'est qu'ils ont ce que nous on appelle une ressource spécifique. Hein, ça peut être une ressource touristique, hein, que ce soit naturelle, un accès à la mer ou à la montagne ou patrimonial, hein, quelque chose à visiter qui pourrait faire venir des gens et du coup générer des ressources pour l'économie. Aussi les territoires frontaliers, on sait qu'il y a certains territoires qui bénéficient de la proximité avec une frontière ou avec un pays où on va pratiquer des salaires un peu plus élevés et que là encore ça peut avoir des retombées positives sur l'économie. Donc au début on a vu toutes ces caractéristiques-là et on s'est dit c'est intéressant, peut-être que voilà les pistes. Et en fait, quand on regarde un peu de plus près, on se rend compte que la présence de ces caractéristiques-là, elle n'est pas du tout automatiquement synonyme de réussite. On a ce que nous, on appelle dans notre étude des cas miroirs, des territoires miroirs qui ont ces caractéristiques-là et qui, pour autant, eux, n'ont pas de bonne performance en matière de chômage. C'est le cas de territoires touristiques, par exemple en Méditerranée, qui vont avoir beaucoup de tourisme et qui vont avoir des forts taux de chômage. C'est le cas de certains territoires aussi frontaliers, par exemple à côté du Luxembourg, qui est pourtant un pays qui pratique aussi, hein, des salaires élevés, où on a des taux de chômage qui sont relativement moyens. Donc c'est aussi le cas sur la question industrielle où on a des territoires dans le nord, dans les Hauts-de-France, pour qui la performance en matière de chômage, c'est-à-dire la baisse, dans leur cas, la baisse du chômage sur la période étudiée est plutôt consécutive à une perte d'emploi industriel et à une tertiarisation de l'économie. Donc on voit que c'est pas une caractéristique qui va automatiquement donner la réussite et un taux de chômage intéressant. Il n'y a pas de recette applicable à tous les territoires. Voilà, il n'y a pas de recette applicable. Alors évidemment, c'est un peu décevant quand c'est la conclusion d'une étude, c'est de dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais je pense que s'il y en avait une, elle aurait déjà été trouvée. Et je pense qu'on peut quand même avoir quelques petits enseignements de notre étude. Le premier, c'est qu'effectivement, il est important non pas de développer un modèle en particulier, mais un modèle approprié qui s'appuie sur les ressources spécifiques d'un territoire. Hein, on pourrait dire, je sais qu'en économie, on a la théorie des avantages comparatifs, hein, dont on parle souvent de Ricardo. Et peut-être qu'effectivement, il y aurait la possibilité pour un territoire de s'appuyer sur les ressources spécifiques qu'il aurait. L'un des autres grandes marges d'amélioration et peut-être levier pour lutter contre le chômage, et Caroline Grenier en parlait, c'est la capacité d'un territoire à s'insérer
dans son environnement proche, hein, sa capacité à coopérer avec les territoires alentours, à être en complémentarité. Nous, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, cette idée des complémentarités entre les territoires, notamment en matière d'orientation sectorielle. Si on a un territoire très industriel, et ben à côté, on pourrait peut-être avoir un territoire qui s'orienterait plus vers le tertiaire, et comme ça, il pourrait développer des complémentarités en favorisant les échanges et les mobilités. Comment on peut favoriser ça, justement? Justement, ça, ce qui ressort et ce qui est très important et qui est peut-être, là encore, une des grosses marges d'amélioration, c'est cette idée d'intensifier les échanges qui passe notamment par l'accessibilité entre les territoires. Les mobilités. Quand on parle de mobilité quotidienne, notamment parce qu'on sait qu'on a beaucoup de gens qui résident dans un territoire et vont travailler à l'extérieur ou l'inverse, hein, et c'est pas pour rien que ces territoires en périphérie des métropoles peuvent en bénéficier. Et je pense que tous les débats qu'on a, par exemple, actuellement autour du maintien ou du développement des lignes de train et tout ça, sont des choses qui illustrent bien cette idée-là. Il faut effectivement investir sur la capacité d'un territoire à être en connexion avec les territoires qui l'entourent et aussi à coopérer au sein de réseaux, au sein d'échanges. Et c'est peut-être des choses sur lesquelles il faut s'améliorer. Et le dernier point que je pense est important à noter, ce qui ressort de notre étude, c'est que je pense qu'on voit un petit peu apparaître la limite de toutes les politiques publiques qui visaient à une homogénéisation du territoire. Hein. Cette idée de dire, par exemple, c'est parce que les profils industriels vont réussir, il faut que tous les territoires fassent de l'industrie. Évidemment, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. On peut pas avoir ça. Et tout ce qui est ces stratégies un peu de marketing territorial qu'on voit, qui ont un peu à un moment eu le vent en poupe, où on essaye d'appliquer un schéma unique qui est par exemple très souvent fondé sur l'attractivité de certains types de populations. On veut faire venir des cadres, on veut faire venir des jeunes ou des professions intermédiaires en disant c'est eux qui vont finalement amener avec eux la réussite en matière de chômage. Nous, ce qui ressort de notre étude, c'est que c'est pas du tout ça qui marche, c'est ce fameux capital social du territoire qui est très difficile, hein, cet effet local qui est très difficile à décomposer, on y reviendra peut-être, mais voilà, c'est pas un schéma unique à appliquer partout. Benoît, Caroline, c'est des choses que vous ressentez aussi? Ce que vient d'expliquer Vincent, c'est... Oui, Vincent a bien parlé de la spécialisation très différente de tous les territoires, qui même, malgré une certaine homogénéisation récente, reste très marquée. L'INSEE a publié récemment des nouvelles zones d'emploi et en catégorisant chacune des zones d'emploi par leur spécificité sectorielle, elles restent très marquées et cela entraîne des types d'emplois, des types d'approches, de politiques qu'il faut mener sur ces territoires très différentes. Caroline ? Oui, la spécialisation des territoires compte, mais surtout, et c'est ce que vous rappeliez précédemment, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Un territoire peut très bien, on va dire, contenir beaucoup d'entreprises qui appartiennent a priori à un secteur en déclin, et pour autant arriver à créer de l'emploi. Il faut vraiment faire confiance aux personnes et aux territoires. C'est ça l'enjeu finalement, au lieu de proposer une politique qui serait une recette qui s'appliquerait à tous les territoires de manière homogène, de leur laisser la possibilité de trouver finalement elles-mêmes, avec leurs ressources, des solutions aux problèmes de l'emploi. J'en viens à vous, Camille. Donc, justement, vous êtes l'illustration parfaite de l'ultra-local. Donc, je voulais que vous me parliez un petit peu de votre expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est un projet qui vise à réduire le chômage de longue durée en créant sur les territoires de l'emploi et de l'activité en plus, en s'appuyant sur les forces vives locales. Donc déjà, peut-être pour commencer, dire que Territoire zéro chômeur, comme son nom l'indique, c'est une démarche qui est territorialisée. Donc c'est un projet qui est mis en place sur des territoires, un territoire étant défini comme une petite zone de 6 à 10 000 habitants. Donc ça peut aller de quartiers qui concentrent une forte précarité dans des zones urbaines denses jusqu'à des bassins d'emploi beaucoup plus larges en zone rurale. L'idée du projet, c'est à l'origine de ce projet expérimental, c'est 3 constats de départ. Quand on regarde un territoire circonscrit, donc l'échelle que je vous ai décrite, c'est déjà faire le constat qu'il y a tout un tas de personnes qui sont durablement privées d'emploi et que ces personnes, c'est avant tout des compétences, des savoir-faire auxquels le marché du travail tourne le dos pour des raisons variées, en tout cas parce qu'elle considère que le marché du travail considère qu'elles ne correspondent plus au canon de ce que recherchent les employeurs.
Le deuxième constat, c'est qu'on observe qu'il y a tout un tas de besoins locaux qui sont non couverts et en face desquels il serait intéressant de pouvoir développer des activités pour que globalement le territoire, les personnes qui y vivent et y gravitent fonctionnent mieux, vivent mieux. Et enfin, le troisième constat, c'est de dire que le chômage de longue durée, finalement, c'est un coût important pour la collectivité au sens large, pour les personnes, bien évidemment, qui subissent le chômage, et puis pour la collectivité à travers les coûts directs, donc les différentes aides qui peuvent être versées, ou des coûts indirects. Et l'idée du projet, c'est de dire, ce coût, on va le regarder un peu différemment et on va voir si on ne peut pas l'utiliser pour créer de l'emploi. Et comment on fait tout ça ? La mécanique, c'est de dire, ce coût, c'est de l'argent qu'on peut réinvestir dans des entreprises qui ont été spécialement créées sur les territoires zéro chômeur, qui sont des entreprises à but d'emploi. Et dont le métier, c'est quoi ? C'est de recruter progressivement, en CDI, sur la base du SMIC, toutes les personnes volontaires en recherche d'emploi de longue durée. Tout un travail en amont quand même pour rechercher ces personnes, je crois. Tout à fait, il y a tout un travail pour informer, puisque l'ambition de ce projet, c'est de résorber le chômage de longue durée, donc c'est de permettre à toute personne qui le souhaite et qui est durablement privée d'emploi. La privation durable d'emploi, dans le cadre du projet, c'est une privation d'emploi d'1 an ou plus. Moi, je m'occupe du projet à Paris. Pour vous donner un exemple, à Paris, on travaille avec des personnes qui ont connu en moyenne 4 ans de chômage. Mais ça va de personnes qui n'ont jamais réussi à accéder à l'emploi, à des personnes qui ont travaillé par le passé, mais pour des raisons diverses, ont une rupture qui fait qu'ils sont sortis du marché de l'emploi. Et donc le métier des EBE, donc entreprise à but d'emploi, premier métier, créer de l'emploi en valorisant les savoir-faire et les compétences qui sont présentes sur les territoires, et s'appuyer sur ces compétences et ces motivations pour développer des activités qui répondent aux besoins non couverts du territoire. Donc on est vraiment sur un projet où l'idée c'est de connecter les compétences des personnes privées d'emploi avec les besoins non couverts pour produire de l'activité supplémentaire et de la valeur sur les territoires. Cette expérimentation, vous dire aussi qu'elle est en place depuis 3 ans. Elle a pu être mise en place parce qu'il y a une loi qui a été votée en 2016 et qui a permis à 10 territoires en France d'expérimenter, dont la ville de Paris qui expérimente dans le sud-est du 13e arrondissement au profit des habitants qui sont en recherche d'emploi de longue durée, qui habitent dans 2 quartiers dits prioritaires. Un quartier prioritaire, c'est un quartier qui concentre la précarité, le chômage. Donc nous, on travaille sur les quartiers de Bélier-Boutroux et Audinet-Chevaleret. Et donc sur ce territoire, sur ces 10 territoires qui expérimentent, des entreprises à but d'emploi ont été créées. Donc nous, dans le 13e, c'est une entreprise qui s'appelle 13 Avenir, qui depuis le démarrage a créé à peu près 70 emplois en CDI. On a à peu près l'équivalent encore à créer pour pouvoir résorber le chômage et apporter une solution d'emploi à toutes les personnes qui seront volontaires dans ces quartiers. Et cette entreprise à but d'emploi, elle a développé tout un tas d'activités qui sont utiles et qui créent de la valeur sur le territoire. Utile de préciser que ces activités ne doivent pas entrer en conflit justement avec l'économie locale pour ne pas créer d'autres chômeurs à la place. Exactement, tout à fait. Le paramètre, c'est vraiment cette notion de supplémentarité. Donc l'idée, c'est de faire des choses en plus, créer de l'emploi en plus et des activités en plus. Donc les activités qui sont développées, elles répondent à des besoins non couverts et elles doivent être complémentaires de ce qui existe. Donc le métier de l'EBE, c'est vraiment d'apporter des solutions qui complètent l'offre de services sur le territoire ou d'apporter des choses qui sont complètement nouvelles et qui apportent des choses, des services nouveaux. Donc ça va des exemples. Oui. Donc les activités, elles sont très variées, elles sont à l'image de la diversité des compétences qui sont présentes sur le territoire. Nous, dans le 13e, on a développé pas mal d'activités autour, on va dire, des enjeux de la transition écologique au sens large. Des activités, on va dire, de fabrication autour du réemploi, avec l'idée de valoriser ce qui serait des déchets qui sont produits sur le territoire, de pouvoir les valoriser pour leur redonner de la valeur. Donc c'est par exemple une menuiserie qui produit du mobilier en bois de palette. C'est une textilerie qui produit, qui fait des productions textiles à partir de tissus récupérés. On a aussi beaucoup investi tous les enjeux liés
à la recréation de la cohésion sociale, création du lien, lutte contre l'isolement, lutte contre la précarité, avec des activités de restauration solidaire. D'ici 1 mois et demi, il y a un espace de coworking solidaire à prix... des espaces de coworking qui vont être ouverts pour permettre aux personnes qui résident dans les quartiers, aux entrepreneurs, aux étudiants, d'avoir accès à un espace de travail partagé à des tarifs qui sont adaptés. C'est aussi beaucoup de services de proximité en direction des personnes isolées, précaires, notamment seniors ou des familles en situation de vulnérabilité. Voilà. Donc, pour résumer, vous me dites si je me trompe, l'idée c'est vous trouvez quelqu'un à la recherche d'un emploi, vous lui créez son emploi. De toute façon, le postulat de départ, c'est on va trouver une activité. Alors, on va trouver une activité. Oui, le postulat de départ, c'est qu'on va recruter toutes les personnes sans sélection. Le paramètre, c'est que les personnes soient volontaires. Donc, le sujet, c'est d'être en privation durable d'emploi et d'avoir pour souhait de mettre ses compétences au service de son territoire. Et on crée pas pour, on crée avec. Et ça, c'est assez fondamental dans le cadre du projet. Et je pense que c'est une de ces grandes innovations, c'est d'aborder les personnes et d'aborder les individus par leur potentiel, par leur créativité, par leurs compétences, et remettre aussi le sens et l'utilité au cœur de l'investissement professionnel. C'est de dire, son emploi, on a envie de le tenir et on a envie de le faire quand on y perçoit du sens et quand il est construit autour des compétences qu'on a envie de mobiliser dans le cadre de son emploi. Donc, nous en sommes donc à un niveau où on est vraiment sur de l'ultra-local. Et justement, j'ai une question qui vient de nos auditeurs, justement, et qui explique... attendez, je la recherche, c'est compliqué. Oui, où est-ce que se jouent les changements les plus positifs en matière d'emploi ? Comment est-ce qu'on peut les déterminer, ces changements ? Où est-ce que ça se joue ? Je pense que on l'a un petit peu abordé tout à l'heure. C'est dans les études, on appelle souvent l'effet local. Mais l'effet local, en réalité, il est très difficile à appréhender avec les chiffres parce que c'est une combinaison, un combinatoire de facteurs. Ça va être l'histoire d'un territoire, ça va être effectivement les acteurs économiques, les acteurs politiques qui habitent ce territoire, ça va être les ressources, etc. Donc c'est vraiment une combinatoire d'un ensemble de choses qui est très difficile à appréhender. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, l'une des pistes qui peut exister en matière de politique de lutte contre le chômage, par exemple, ce qu'on essaie un peu de défendre, c'est cette logique de la boîte à outils. Vous avez, plutôt que d'avoir une réforme qui s'appliquerait de manière uniforme à tous les territoires, vous créez une sorte de boîte à outils. Et c'est avec énormément de leviers possibles et mobilisables pour un territoire. Et ce sont, en fait, vous confiez ça à des acteurs de terrain. Les acteurs de terrain, ça peut être évidemment les élus, mais élus qui doivent travailler. Et je pense que l'exemple de territoire zéro chômeur de longue durée est pour ça un très bon exemple. C'est une politique territorialisée, des élus qui vont agir avec les acteurs notamment associatifs, de gens qui sont vraiment au contact du territoire, de ses habitants, de ses difficultés, et qui pourront mobiliser un peu à leur guise ces leviers. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment pour moi l'une des pistes de politique publique en matière de lutte contre le chômage. Nous avons une autre question qui demande, donc, l'évolution de l'emploi connaît des situations très contrastées dans les principales aires urbaines. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, ces différences ? Eh bien, y a forcément un aspect sectoriel. Les territoires qui sont au nord de la France, dans l'Est, ont tendanciellement une baisse de population, une baisse de l'emploi. Ça se voit depuis les années 75. C'est vraiment la tournure, le tournant, pardon. Et puis, par contre, tous les territoires qui sont au centre sur le littoral océanique et méditerranéen ont, eux, une évolution de la population et de l'emploi beaucoup plus favorable. Et quand on est une grande ville, une grande agglomération, on a, par rapport aux territoires plus ruraux, moins denses, une évolution là aussi plus favorable que les territoires donc ruraux ou moins denses. Et il faut croiser ces deux aspects
qui fait que les grandes villes dans des territoires qui sont dans une situation moins favorable vont mieux, mais moins bien que des grandes villes dans des territoires qui sont dans des situations favorables. C'est vraiment les deux aspects, type de territoire et type d'agglomération. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'outre-mer aussi? Alors l'outre-mer a des spécificités très fortes, un taux de chômage qui est très important, mais un marché de l'emploi qui est très particulier parce que très limité. La taille simplement le fait d'être une île. La Guyane n'est pas une île, mais vu son écart avec et sa très faible densité, on peut presque considérer que c'est une île. Donc faible taille du marché du travail. Des aspects surdéterminés de démographie, une évolution très très forte à Mayotte, en Guyane de la population, 4% de croissance par an, alors qu'aux Antilles, on est plutôt presque dans une diminution de la population et des niveaux de diplôme et des niveaux d'illettrisme assez importants, notamment à Mayotte et en Guyane, ce qui explique donc les difficultés d'évolution de l'emploi. Est-ce que le territoire zéro chômeur est présent outre-mer ? Alors, à l'heure actuelle, non, puisqu'il n'y a que 10 territoires qui sont en expérimentation. En ce moment, il y a une seconde loi qui est en cours de discussion au Parlement, qui, si elle est votée, autorisera de nouveaux territoires à se lancer. Et parmi les territoires émergents, à ma connaissance, il y a un certain nombre de territoires d'outre-mer qui sont intéressés pour se lancer dans l'aventure territoire zéro chômeur. Et quel va être le critère justement pour être choisi ou non ? Les critères pour être choisis, oui, pour que le territoire soit... ce sera ce qu'on appelle dans le cadre du projet la maturité des projets. L'idée de territoire zéro chômeur, c'est vraiment qu'un territoire se mette en mouvement et que tous les acteurs de ce territoire, donc tout ce qui compose un territoire, ça va des institutions, des habitants, des entreprises, des acteurs associatifs, se mettent ensemble autour d'une ambition commune qui est de faire un territoire zéro chômeur et créer ensemble les conditions pour faire émerger de l'activité à partir des compétences des personnes. Donc ça, dans le jargon de l'expérimentation, c'est ce qu'on appelle créer le consensus local et qui est fondamental. C'est vraiment l'envie du territoire de se mettre en mouvement pour créer le zéro chômeur. Et donc c'est ce paramètre-là qui sera pris en compte dans le cadre des habilitations qui seront décidées à l'échelle nationale. Voilà. Sous réserve que la loi soit votée, bien entendu. Vous avez une question qui nous demande de citer des stratégies marketing territoriales. Est-ce que ça existe ? Quand je parlais de stratégie de marketing territorial, je parlais d'un mouvement qu'on a vu un peu se développer au cours des dernières années et qui est aussi consécutif à l'apparition de nouveaux acteurs qui viennent proposer au territoire, finalement, tout simplement ce qu'on pourrait appeler des campagnes de publicité pour un territoire. On sait qu'il y a certains territoires qui en ont besoin parce qu'ils ont du mal. Par exemple, les entreprises vont expérimenter des difficultés de recrutement et vont avoir besoin de compétences spécifiques qu'elles n'ont pas. Dans ce cas-là, on peut comprendre cette idée de vouloir attirer des populations. Mais ce qu'on a vu un peu se développer, c'est une espèce de course un petit peu très concurrentielle entre des territoires pour attirer certains types de populations, avec quasiment toujours les mêmes arguments, les mêmes messages. C'est d'ailleurs des gens qui créent ces campagnes comme ça. Et ça crée des logiques concurrentielles entre territoires, ce qui est probablement pas souhaitable, alors qu'on a insisté sur la nécessité justement plutôt des territoires de travailler ensemble. Un territoire qui gagne, entre guillemets, on l'a vu et on a parlé de ces clusters de performance, du fait que les territoires qui marchent bien très souvent vont ensemble. Ça repose sur plutôt des complémentarités, des échanges. Donc, la logique de marketing territoriale, si elle peut être compréhensible dans certains cas, elle va un peu à l'encontre de ça. Donc c'est un peu ce que nous, on voulait dénoncer, entre guillemets, je pense. J'ai une question très très locale. Pourquoi le taux de chômage a fortement diminué dans des territoires plus favorisés en termes d'emploi, avec comme exemple Bastia ? Est-ce que vous connaissez
Alors, la Corse, en général, a une augmentation de la population très vive depuis longtemps et une orientation assez touristique. La spécialisation des zones d'emploi de la Corse est dans le tourisme et avec du coup une évolution de l'emploi plutôt tournée vers le résidentiel. Voilà. Ce qui expliquerait que... Voilà, ce qui explique l'évolution de l'augmentation de l'emploi tendancielle. Quand on a 2 ou 3% d'augmentation de population chaque année, ben, il faut des boulangers, il faut des personnes qui travaillent pour cette population qui arrive. Est-ce qu'avec la crise que nous vivons aujourd'hui, on peut garder ces enseignements que vous venez de nous présenter depuis le début de cette conférence? Il est un peu tôt pour donner vraiment un tableau de ce que la crise va produire sur les territoires. Mais déjà, je pense qu'on peut dire deux choses. De une, tous les territoires vont être affectés, car comme l'a rappelé Benoît au début de la session, la trajectoire nationale et internationale joue beaucoup en fait, dans la trajectoire des territoires en matière de chômage. Mais par contre, je pense que la crise va créer des nouvelles vulnérabilités et dans son format, elle peut toucher des territoires qui étaient performants, qui créaient beaucoup d'emplois ou qui avaient un faible taux de chômage parce que avec les mesures de confinement, de couvre-feu bientôt, on a des secteurs qui vont être très durablement affectés et un territoire qui est spécialisé économiquement dans ces secteurs très durement touchés va aussi forcément être plus durablement affecté qu'un autre qui possède une spécialisation économique sur des secteurs qui sont moins touchés par la crise sanitaire et économique. Vous parliez notamment de l'hôtellerie, c'est ça? Qui pourrait avoir un impact sur tout le littoral, qui se porte plutôt bien, c'est ça aujourd'hui? Donc l'hébergement-restauration, donc toutes les zones touristiques qui concentrent beaucoup d'emplois dans ces métiers-là vont être très fortement touchés. Mais on peut aussi parler d'industrie. Par exemple, l'industrie aéronautique, c'est l'exemple le plus évident avec la très forte diminution des échanges entre les différents pays. Les zones qui ont beaucoup d'emplois dans l'industrie aéronautique vont forcément être plus durement touchées que d'autres. C'est quelque chose que vous anticipez aussi, Caroline? Oui, pour compléter ce que Colline Bouvard vient de dire, effectivement, lors du séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie, on a pu interroger des entreprises, donc certains qui travaillent effectivement pour le secteur aéronautique ou automobile, voire la construction de pièces métalliques pour les travaux publics, etc., ont connu une baisse des commandes de 80%. Et on a aussi eu en fait des acteurs qui ont au contraire perçu la crise plutôt de manière favorable, à savoir notamment la construction de pièces métallurgiques pour la filière nucléaire ou bien la production de charbon de bois qui a vu en fait sa demande exploser durant le confinement. Donc encore une fois, ce qu'on note sur la crise, c'est que il est encore compliqué de tirer des généralités sur les conséquences de la crise. Effectivement, tous les territoires vont être touchés, mais encore une fois, il y a aussi des acteurs et des territoires qui essayent de faire face à sa crise et qui ont déjà montré certaines preuves de résilience. Vous vouliez ajouter quelque chose, Benoît? Mais enfin, je voulais juste compléter ce qui venait d'être dit sur l'hôtellerie, la restauration. Les territoires qui risquent d'être le plus impactés, c'est le territoire qui accueillait le plus de touristes étrangers, c'est-à-dire l'Île-de-France, paradoxalement, et qui accueillait aussi beaucoup de tourisme d'affaires, tous les congrès, et le couvre-feu, pour nécessaire qu'il soit, va pas améliorer les choses. Et Camille, votre objectif, au final, c'est d'atteindre ce qu'on appelle l'exhaustivité, c'est ça, c'est-à-dire de réussir à recruter tous les chômeurs de longue durée sur un territoire. La crise, pour vous, c'est une catastrophe? C'est un peu comme tout le monde le dit, c'est difficile aujourd'hui de tirer des conclusions, tirer des enseignements. Ce qu'on observe, nous, déjà, à l'échelle des petits territoires sur lesquels on travaille, c'est que effectivement, on voit dans les inscriptions, que ce soit au niveau du RSA ou au niveau
de Pôle emploi, un nombre qui croît, avec des personnes qui basculent dans notre définition du chômage de longue durée. Donc probablement des personnes qui cumulaient, qui enchaînaient des contrats précaires, qui étaient en intérim, avec des contrats qui disparaissent et qui du coup sont plus durablement au chômage et inscrits plus longtemps. Et on peut, de manière un peu intuitive, se dire que les personnes qui vont avoir de plus en plus de difficultés à retrouver du travail sont celles qui sont depuis le plus longtemps au chômage. Après, de là à dire quel impact ça va avoir sur cette fameuse cible d'exhaustivité, c'est-à-dire notre capacité à créer des emplois en plus, est-ce qu'elle va s'éloigner ou pas, c'est encore un peu tôt pour le dire. La question que je voulais vous poser aussi, c'est comme vous créez l'emploi, est-ce que pour vous, c'est infini? Est-ce qu'on peut créer autant d'emplois qu'on a de personnes au chômage? C'est l'ambition et c'est tout l'enjeu de la délimitation du territoire. Nous, on s'est attaché à Paris à travailler sur des territoires qui sont suffisamment larges et suffisamment mixtes pour imaginer, créer sur ces périmètres un volume d'emploi à la hauteur des besoins. Quand je dis un tissu suffisamment mixte, moi je vous disais, on travaille dans le sud-est du 13e arrondissement. Pour ceux qui sont familiers de Paris, on est sur une zone qui inclut... qui a été l'objet d'une grande opération d'aménagement qu'on appelle la ZAC Rive Gauche, qui a beaucoup transformé. C'est un quartier qui a beaucoup bougé au cours des 20 dernières années, avec beaucoup de grandes entreprises qui sont implantées. On a aussi un gros pôle universitaire. On a une grande zone qui héberge énormément de start-up, donc qui agissent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et dans le champ de l'innovation au sens large. Donc un terreau économique qui nous permet de créer des coopérations, qui nous permettent d'imaginer pouvoir créer de l'activité et créer de l'emploi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette dynamique de création d'emplois et d'activité, elle permet de poursuivre des objectifs de cohésion sociale et de désenclavement de quartiers qui sont un peu aux franges et qui sont un peu en marge de ces dynamiques. Et à travers le levier qui est de la création d'activités, on peut connecter des zones qui ne se parlaient pas et faire en sorte aussi que la valeur, elle se distribue peut-être plus largement à l'échelle d'un territoire. Quand on a pas mal d'entreprises sur un territoire, c'est intéressant, c'est que ces entreprises, elles produisent de la valeur et qu'elles soient aussi un levier par lequel potentiellement on peut créer de l'activité et de l'emploi. L'idée, c'est que ces EBE soient rentables. Alors l'idée, c'est que ces EBE, elles soient à l'équilibre aux conditions de l'expérimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vous expliquais que les entreprises à but d'emploi, elles reçoivent une contribution au développement de l'emploi qui équivaut à ce que la collectivité au sens large économise. C'est-à-dire que quand on crée un emploi, le chômage a un coût. Ce coût, en fait, on le regarde différemment et on se dit c'est une capacité d'investissement pour créer de l'emploi. Donc les EBE, quand elles créent un emploi, elles reçoivent une contribution qui leur permet de couvrir une partie des salaires des personnes qui sont employées. Et elles doivent développer le reste, elles doivent s'équilibrer avec le reste, c'est à travers la production de chiffre d'affaires. Et donc, selon les territoires, selon qu'on est en zone rurale ou en zone rurale, ça demande une entreprise, elle doit produire entre 35 à 50-55% de ses coûts totaux en chiffre d'affaires. Et l'objectif, c'est effectivement qu'elles arrivent progressivement à l'équilibre. Après, on est sur des entreprises qui créent beaucoup d'emplois. Je vous ai dit, 70 emplois en 3 ans, c'est beaucoup pour Paris. C'est 1 millier, c'est ça au niveau national? Au niveau national, aujourd'hui, c'est 1 millier sur 10 territoires. Donc, c'est des entreprises qui ont cru très rapidement. Donc, elles ne sont pas encore à l'équilibre, mais en tout cas, la trajectoire économique qui est recherchée par tous les directeurs d'entreprise, c'est d'y arriver. J'ai une question très générique pour terminer. On tire quoi comme constat de tout ce qu'on a dit là jusqu'à maintenant? Quelle est la politique de l'emploi en fait qui serait la plus appropriée pour finalement que tous ces territoires continuent à prospérer?
C'est une vaste question. C'est une question que je pense qui anime la plupart et des chercheurs et des acteurs politiques depuis des années. Je pense que, comme ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur ce côté de donner quand même les clés aux acteurs locaux, je pense qu'il y a aussi, avec la crise actuellement, et je pense que ça va faire totalement écho à Territoire Zéro Chômeur, il y a une question de se dire, genre, est-ce qu'on peut aujourd'hui vraiment lancer des politiques dont le but est de créer de l'emploi, de défendre l'emploi. Je vois aujourd'hui, on met énormément d'argent sur la table avec l'activité partielle. Je pense que, et ça fait relativement consensus dans la vie politique. Et on voit bien que cette idée de dire peut-être que pendant un temps, l'idée de créer de l'emploi, de chercher à créer de l'emploi, ça peut prévaloir, et notamment en sortie de crise, sur d'autres objectifs. Du coup, voilà, mettre peut-être beaucoup d'argent sur la table et moi, je pense donner la main au maximum aux acteurs locaux. Et un autre exemple qui est de politique publique qui serait les territoires d'industrie, où justement la fabrique de l'industrie participe à l'initiative. C'est moi aussi, je pense, un très bon, voilà, une orientation, une piste qui peut être intéressante et qui pourrait s'aimer sur d'autres politiques publiques. J'allais vous passer la parole justement, Caroline, sur l'industrie. Qu'est-ce qui serait positif en fait ? Oui, après, la question de l'emploi est quand même très large et le dispositif, donc territoire d'industrie, qui a été mis en place, enfin qui a été annoncé à la fin de l'année 2018, prévoit notamment une grande partie sur la formation et les compétences. Et là où je suis d'accord avec Vincent Donne, c'est que les acteurs locaux savent quels sont les besoins de leur territoire, quels sont les besoins en termes de compétences, en termes d'emploi. Et effectivement, ce sont ces personnes-là qu'il faut mobiliser. Et c'est un des objectifs du dispositif, c'est d'associer à la fois des élus, des industriels, des personnes de la société civile, des maisons de l'emploi, Pôle emploi, etc., afin de trouver finalement qu'est-ce qui peut fonctionner sur un territoire, toujours pareil, en fonction des besoins et des ressources qui sont sur les territoires. Très bien. Jean, merci beaucoup.